Ravi de vous retrouver pour 300 millions de critiques. Nous sommes toujours pratiquement sur la terrasse, évidemment, de l'Institut du monde arabe à Paris, avec derrière nous tous les grands musées et évidemment Notre-Dame. Et puis cette qualité de gris qu'on trouve chez les très grands photographes, Doisneau, Peter Lindbergh. Ce gris, il est derrière nous, c'est le fond, et évidemment de notre décor, mais le fond de l'émission, le voici. Il est québécois et il fait rêver depuis plus de 30 ans. Le Cirque du Soleil présente en ce moment à Paris une nouvelle création, Amaluna, une ode à la femme qui nous transporte sur une île mystérieuse gouvernée par des déesses, un spectacle particulier pour un cirque très particulier dont nous parlons aujourd'hui. Le Johnny de la musique urbaine, c'est un des surnoms du rappeur français Maître Gims. Il est sur tous les fronts, albums, tournées et autobiographies. L'avis de l'équipe de 300 millions de critiques sur cet artiste star des cours de récréation, et pas seulement. Le monde se prépare à un événement attendu depuis de longues années. La suite du Retour du Jedi arrive sur les écrans mondiaux. Le 7e opus de la saga La Guerre des Étoiles, le réveil de la Force, sort enfin. La Guerre des Étoiles sera dans les salles, mais se décline aussi en expositions et autres événements que nous évoquerons. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti. Elle rit, elle s'appelle Estelle Martin, elle travaille à TV5 Monde et elle fait partie de ceux qui vont participer évidemment, comme toutes les semaines, à cette émission. Ma chère Estelle, je vous embrasse, je vous félicite pour cette tenue qui est d'un rose éclatant. Voilà. À vos côtés, Arnaud Vivian, que vous connaissez maintenant, qui est critique littéraire, qui est romancier et qui dirige l'excellent trimestriel qui s'appelle Charles. Le prochain numéro étant consacré à François Mitterrand. À vos côtés, donc, Mathieu Dugal, qui traverse l'océan et qui d'ailleurs le retraverse une fois que l'émission est terminée et qui représente, vous savez, Radio-Canada. Bien évidemment, Yves Bigot qui dirige TV5 Monde et qui est un grand amoureux de la musique et de tous les arts francophones. Et donc Michel Serruti qui, lui, vous le savez aussi, représente la radio-télévision suisse. Le premier sujet de cette émission concerne un cirque que vous connaissez, qui est le Cirque du Soleil, qui fait des merveilles à travers la planète depuis 30 ans. Le spectacle, le dernier, s'appelle Amaluna. C'est le nom du nouveau spectacle donc, qui évoque la mère, la maman et la lune, une ode à la femme qui nous transporte, vous allez le voir, sur une île mystérieuse, gouvernée par des déesses et régie donc par les différents cycles de la lune, un aperçu du spectacle. Et nous deviserons, non seulement pour raconter peut-être à ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Cirque du Soleil, mais aussi pour parler de ce spectacle particulier. Regardez. Tout à fait logique de commencer par vous, Mathieu. Le Cirque du Soleil, c'est vous. J'aimerais beaucoup avoir le compte en banque. J'aimerais beaucoup avoir la notoriété également. Mais lui, il est jaloux de vos cheveux. Et le talent. Non, mais ça, il l'a. C'est bon. Ça, il l'a. Plongeons. Mais en fait, c'est un phénomène qui est vraiment très intéressant que celui du Cirque du Soleil, parce qu'évidemment, c'est un cirque qui fait la fierté de tous les Québécois. C'est un cirque aussi qui est né aussi, parce que, bon, évidemment, je dis que j'aimerais avoir la notoriété de Guy Laliberté. Il ne l'a pas volé, sa notoriété, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé très, très fort, quelqu'un aussi qui arrive d'un milieu qui est très intéressant, parce que lui, il vient d'une famille quand même assez bourgeoise. Son père travaillait pour la grande aluminerie Alcan. Il était dans les dirigeants. Et lui, il part en bohème. Imaginez, là, le gars, il a 14 ans, là, et c'est la bohème. Là. Il part sur la route. Il se retrouve à Baie-Saint-Paul, donc un petit village dans Charlevoix que les Français, les Européens qui vont au Québec connaissent bien. Hein. C'est une des régions touristiques les plus connues du Québec. Et donc, au début des années 80, avec une bande de hippies, il lance une troupe d'échassiers. Alors, imaginez, là, vous êtes à Baie-Saint-Paul, c'est bucolique et tout, ils font des fêtes foraines.
Et de fil en aiguille, ça évolue. En 1984, on souligne le 450e anniversaire de l'arrivée de Jacques Cartier. La fête, en général, a été un bid monumental. Québec 84, c'est pas reconnu comme étant une fête qui a marqué les esprits. Et pourtant, cette année-là, il y a une chose qui a fonctionné. C'était la première année du Cirque du Soleil. Et vous savez que c'est une subvention in extremis que la troupe a réussi à avoir en allant voir le premier ministre de l'époque, que tout le monde connaît bien, René Lévesque, et qui a accordé une subvention de 1,5 million de dollars. Et ça s'est enchaîné très vite après ça. Là, ça a été l'histoire. Ils sont allés sur la côte ouest. Ils ont réussi à se faire reconnaître à Los Angeles. Et là, petit à petit, le cirque a acquis ses lettres de noblesse. Surtout, ce qui faisait sa popularité, ce cirque-là, c'est qu'il n'y avait pas d'animaux. Il disait d'ailleurs au début, ce qui nous distingue des autres, c'est que nous, on n'a pas de lion, on n'a pas d'éléphant. On mise vraiment sur des histoires fortes avec des acrobates. Écoutez, là, actuellement, il y a une cité du cirque à Montréal. C'est énorme, là. C'est près de 2000 employés qui travaillent là. Ça s'appelle la TAU, c'est dans le nord de Montréal. Ça a essaimé parce qu'évidemment, on a attiré des gens partout dans le monde. On a aussi des écoles de cirque à Québec, une école de cirque à Québec qui est très, très forte. Bref, une histoire, une belle histoire, une histoire qui actuellement va pas très bien, cela dit, parce que vous savez, le cirque est vendu. Là. Le Cirque du Soleil n'appartient plus à des intérêts canadiens. Guy Laliberté ça faisait longtemps qu'il voulait se désengager. Et donc, il a vendu. C'est un fonds d'investissement américain qui a la grande majorité des parts, des Chinois aussi qui sont là-dedans, la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Alors, c'est dire que on a encore de la difficulté aujourd'hui dans l'économie à retenir ces entreprises-là. Et il faut dire que ces dernières années, le cirque n'allait pas très bien non plus. Ils se sont lancés dans toutes sortes d'aventures. Il y a beaucoup de spectacles qui sont Il y a énormément de spectacles. Des spectacles qui ont été des succès considérables, notamment celui sur les Beatles, d'autres qui ont été des échecs terribles. Ouais. Et puis, en fait, de plus en plus de personnages qui arrivaient parmi les comédiens, danseurs, chanteurs, qui étaient des athlètes médaillés olympiques. Enfin, c'était toute une autre chose qui était en train de se mettre en place. Oui, il ne faut pas oublier que c'est encore une machine qui est très forte. Imaginez, on vend 11 millions de billets pour le Cirque du Soleil, bon an, mal an. Donc, c'est encore quelque chose qui marche. Mais évidemment, la réinvention de ce cirque-là, 30 ans après son lancement, elle est encore à imaginer. Et Guy Laliberté est de moins en moins là. Donc, où est-ce que ça s'en va? Il y a beaucoup de points d'interrogation actuellement. Le spectacle s'appelle Amaluna, donc vous allez pouvoir le voir. Donc la troupe québécoise du Cirque du Soleil, car il y a plusieurs troupes maintenant à travers le monde, restera jusqu'au 3 janvier prochain sur la plaine de jeux du Parc de Bagatelle à Paris. Qui a déjà vu? Alors, globalement, voilà, Mathieu l'a dit, ils ont inventé une forme de cirque. Moi, j'aime bien dire théâtre acrobatique aussi, finalement. C'est une autre expression pour cela, Et ce qui fait véritablement le sel, on va dire, de ces spectacles, c'est le travail de la mise en scène. C'est comment est-ce qu'on réussit à prendre des acrobates, des athlètes, enfin des gens qui excellent dans un domaine, et ensuite en faire de la poésie. Parce que si vous prenez simplement les capacités athlétiques de chacun ou chacune des protagonistes, bon, ben, on ne fait pas de la poésie avec ça. Ensuite, il y a une mise en scène qui est réfléchie, qui est mise en place, et qui donne... Eh bien, ce sentiment qui donne cette couleur particulière qu'a le Cirque du Soleil, ou qu'a eu le Cirque du Soleil. C'est vrai qu'on a aussi entendu que c'était un petit peu moins bien ou un petit peu plus difficile aujourd'hui que ça a été le cas par le passé. Le Cirque du Soleil a joué plusieurs fois en Suisse. Et puis le Cirque du Soleil, la Suisse lui est liée par un metteur en scène, puisqu'on en parlait, qui est une star dont... Je ne veux pas dire que j'ai découvert récemment, ce serait quand même mentir, mais c'est vrai que la Suisse est quand même assez formidable pour oublier ou être très modeste avec certains des gens qui sont connus. On a un metteur en scène qui s'appelle Daniel Finzi Pasca, en Suisse, qui a signé un spectacle pour le Cirque du Soleil, qui en a signé 3 pour Éloise, qui a fait les cérémonies de clôture de Turin et de Sochi, enfin bref. Donc voilà, ils retravailleraient, semble-t-il, sur un prochain spectacle pour 2016, parce qu'ils ont conscience qu'il faut revenir peut-être à quelque chose d'un peu plus poétique, et que ça pêche un tout petit peu de ce côté-là aujourd'hui. Donc voilà, ce cirque-là, cette façon de s'adresser au public, ce spectacle, mais en même temps surtout cette poésie, c'est vraiment ça qui a frappé jusqu'à présent, qui fait peut-être un peu défaut maintenant. Ça parlait en Suisse
ça a révolutionné une façon d'aborder le cirque, qui évidemment. n'en est pas vraiment. C'est du cirque sans l'être. C'est voilà, du théâtre acrobatique. Estelle. C'est du cirque dans le sens où ils prennent quand même les meilleurs, enfin ils prennent la crème de la crème des circassiens dans le monde entier. Et moi, le souci, c'est qu'ils perdent leur âme avec tous ces spectacles qui sont créés. Là, le prochain, c'est Toruk. Voilà, ils revisitent l'univers d'Avatar. James Cameron fait partie de l'aventure. On sent vraiment qu'ils sont prêts à se lancer dans du... Pour moi, c'est vraiment le Cirque du Soleil, c'est le blockbuster à l'hollywoodienne, quoi. C'est devenu. Avant, ce n'était pas ça. C'est vrai que c'était une nouvelle forme de cirque, mais le problème, c'est qu'en grandissant, on a vraiment cette impression que ça a perdu son âme. Moi, je suis allée voir le Cirque du Soleil. Il y avait vraiment des numéros, mais qui étaient incroyables. Hein. C'était époustouflant, mais il n'y avait pas cette poésie dont vous parlez. Et puis, alors, il y avait cette bande-son qui... Bon, je sais que certains aiment beaucoup la bande-son. Moi, j'avoue que... Baston. Oui, c'est ça. Ou ça bûche, donc c'est comme ça qu'on dit au Québec. Ça écrase tout. Voilà, La et moi, je musique, trouve que souvent, voilà, ça tout, écrase. ouais. Et parfois, il y a un côté kitsch qui n'existait pas avant, à mon avis. Et je préfère maintenant. En France, on n'a pas ça. C'est assez drôle parce que ça fait un peu. J'ai l'impression, alors peut-être que c'est très Ça nous réducteur reste ce que pas je vais dire. d'artisanaux, hein. Voilà, c'est très. Bouglione, Bartabas. Non, on n'a pas. Donc moi, je parle des Mathurin Bols, des Fiaménard. C'est plus des petites compagnies. On a plus l'impression que c'est du cirque d'auteur comparé à la grosse des machine grosses du organisations cirque comme du Soleil. ça réussissent aussi à... En fait, il y a des gens qui se sentent pas à l'aise à l'intérieur de ces organisations-là, qui décident de partir et qui partent des cirques, par exemple, comme Éloise, comme vous le disiez. Il y a Dragon. Oui, Dragon. Il y a les 7 doigts de la main aussi. Et il faut dire qu'en fait, il y a une image aussi un peu datée qui colle au Cirque du Soleil parce qu'ils ont créé évidemment une esthétique qui était très originale dans les années 80. Et il ne faut pas oublier non plus que Guy Laliberté est un joueur de poker. Et ça a joué beaucoup, ça, dans les coups qu'il a réussi à faire dans les années 80-90. Il quitte cette organisation maintenant, là, et donc c'est peut-être difficile de garder cet esprit-là une fois que le père fondateur est parti. Dragon, qui avait d'ailleurs signé nombre de mises en scène au début pour le Cirque du Soleil. Bien sûr. Mon Alors, cher comme je Chéri. suis moitié Alain Gerlache, moitié Pascal Bourgault ici, Ouais. je vais donc vous êtes fonds de pension. Vous êtes fonds de pension. Je vais donc parler au nom des Belges donc, à propos de Franco Dragon, donc italo-belge, installé à la Louvière. Très important pour lui de rester justement dans la Wallonie, associé du Cirque du Soleil. Franco Dragon, c'est lui qui met en scène les spectacles de Céline Dion à Las Vegas. D'ailleurs, Céline vient répéter à la Louvière avec Franco Dragon. C'est lui qui met actuellement en scène le nouveau spectacle du Lido à Paris, dont la musique est faite par Yvan Cassard. C'est lui aussi qui monte des spectacles à Macao, etc. Donc effectivement, l'ensemble de la francophonie aussi est uni au sein de ce Cirque du Soleil qui aujourd'hui en fait du spectacle global. Je pense que l'exemple de Love à Las Vegas, donc le spectacle autour des chansons des Beatles, c'est exactement ça. C'est le cirque qui est devenu universel et qui mélange aussi bien, effectivement, de l'écriture, de la performance athlétique, du cirque, mais aussi de la technologie. Il travaille avec l'eau, il travaille avec des matières, avec des choses. Je veux dire, la science est maintenant au cœur des performances du Cirque du Soleil. Donc on est vraiment dans quelque chose du 21e siècle. Personnellement, moi, j'aime les petits cirques, vous voyez, qu'on voit l'été, qui font les tournées des plages avec... Auguste. Voilà, oui, avec des clowns encore. Le vieux chameau. Exactement, le vieux chameau. Arnaud Vivian, encore lui. Oui, écoutez, j'ai le droit d'être conservateur Mais sur attendez. un plan, Mais je suis c'est comme sur vous, le moi. cirque. Voilà. Non, vous aimez le cirque à l'ancienne. Ah oui, moi c'est comme les petits balles perdus de Bourville. J'adore oui, ces choses qui voilà, évoquent une poésie qui est plus proche Moi, de je trouve ça Fellini plus que les poétique, Jeux ces Olympiques de petits Los cirques, Angeles. voilà. Quand on voit l'éléphant rabougri, il n'est pas très poétique. Ou On le le sent cirque de plutôt très Wim Wenders, malheureux. Non, il n'y a plus d'éléphants. c'est Ou le cirque à la Wim Wenders dans Les Ailes du Désir, par exemple. Je me permets de lancer un petit avis comme ça au propriétaire actuel du Cirque du Soleil. Si vous avez bien compris ce qui se passe autour de cette table, revenez vers la poésie, parce que manifestement, c'est ça qui intéresse mais vous le savez- plus les personnes autour de cette table. Vous savez que Guy Laliberté s'était présenté aux élections au début des années 80 pour le parti Rhinocéros, qui est donc... Alors qu'il n'avait pas d'animaux. Non, c'est ça, il n'y avait pas d'animaux, mais il avait proposé de construire un pont en macramé entre Saint-Joseph-de-la-Rive et l'île aux Coudes sur le Saint-Laurent. Alors, je pense que ce serait peut-être bien que le Cirque du Soleil retourne cette espèce de folie là, de macramé. Peut-être que le prochain... bon titre pour un prochain spectacle. Le grand bonheur de Mathieu s'exprime, d'autant plus que dans son bien-aimé pays, à partir de dans 15 jours environ, il va faire moins 40 degrés, en tout cas dehors, et peut-être moins 60 à l'intérieur. Nous terminons ce débat avec une photo du compte Instagram de Camlinde, qui met à l'honneur de superbes danseuses.
et les costumes du spectacle Amaluna sur la pelouse de Bagatelle, donc jusqu'au début du mois de janvier. Vous suivez évidemment sur le compte de l'émission hashtag 300 millions de critiques et vous retrouvez tous les significations et les infos concernant les sujets dont nous parlons au bas de l'écran, comme à chaque fois. Le deuxième sujet, alors là nous sommes vraiment dans une émission variée, nous allons parler de Maître Gims. On change radicalement d'univers. Est-ce qu'il est, disons, celui qui aura rapproché les musiques urbaines, non pas de la variété, mais du très très grand public? Il serait une sorte de Johnny Hallyday contemporain. C'est en tout cas un de ses surnoms. Maître Gims est sur tous les fronts, album, tournée, une autobiographie qui porte le titre suivant, Vise le soleil, vise et non pas vive le soleil. Nous allons parler de l'ensemble de son travail et peut-être même des polémiques qui l'opposent de temps en temps à Didier Morville. Monsieur Juna, je m'inquiète pour ton avenir. Monsieur le prof, tu ne connais pas l'avenir. Il se peut que tes propres gosses écoutent ma musique et que le 458 soit dans le parking. Monsieur Juna, les papiers du véhicule. Monsieur l'agent, je ne possède que des tubes. Il se peut que vous m'ayez flashé dans la ville, vous qui vouliez une photo pour votre fille. Donc vas-y, cause toujours en son tabou, tabou, tabou. Vas-y, cause toujours en son tabou, tabou, tabou. Vas-y, cause toujours en son tabou, tabou, tabou. Cause toujours en son tabou. Laissez passer, je vais m'en occuper. Laissez passer, je vais te faire oublier. Laisse-moi m'en occuper, oui, laisse-moi te faire oublier. Tout le mal qu'on t'a fait, je serai ton bouclier. Monsieur Juna, veuillez baisser la musique. Allez dire ça à ceux qui sont bien sur la piste. Le DJ s'apprête à jouer le plus gros hit. Le Doliprane viendra te tenir compagnie. Monsieur Juna, cette année tu dois voter, ouais. Me demandez pas de vous aider à nous voler, ouais. Les impôts ne servent qu'à payer vos bolides. Vos discours sont des mensonges qu'on enjolit, ouais. Donc vas-y, cause toujours en son tabou, tabou, tabou. Vas-y, cause toujours en son tabou, tabou, tabou. Ouais, vas-y, cause toujours en son tabou, tabou, tabou. Cause toujours en son tabou. Laissez passer, je vais m'en occuper. Laissez passer, je vais te faire oublier. Laisse-moi m'en occuper, oui, laisse-moi te faire oublier. Tout le mal qu'on t'a fait, je serai ton bouclier. Maître Gims, donc voici Mon cœur avait raison. Vous découvrez donc le CD et puis donc autobiographie de Maître Gims chez Fayard, Vise le soleil, avec cette magnifique tenue parfaitement adaptée donc au Québec de Mathieu Dugal, actuellement publiée aux éditions Fayard. Question globale, je ne choisis pas cette fois-ci pour une fois, Maître Gims, succès mérité ou arnaque absolue? Moi, je peux juste en parler parce que c'est la star des écoles. Ouais. Et vraiment, moi j'ai un fils de 8 ans, tous ses copains connaissent Maître Gims, ils adorent Maître Gims. Et je pense que si les parents laissent leurs enfants écouter Maître Gims, c'est parce que c'est du rap, mais du gentil rap, du rap un peu Canada Dry, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'au niveau des textes, c'est pas méchant. Les rythmes sont très bons parce que quand même, il est originaire d'Afrique, du Zaïre. Son père était un grand musicien qui bossait avec Papa Wemba. Et ça, on l'entend par exemple sur cet album. Si vous écoutez Sapé comme jamais, ça commence vraiment très à l'africaine et ça donne envie de danser. Et les enfants... Regardez voilà, par exemple la tête et d'Arnaud Bélian, oui, ça donne envie de danser. ça donne envie de danser. Et en tout cas, les enfants adorent et je pense qu'ils contribuent vraiment. Alors, ils avaient déjà contribué au succès de Section d'Assaut, puisqu'il vient de Section d'Assaut, avec aussi Black M, qui a lui aussi est parti en carrière solo. Et ils savent toucher à un public jeune sans effrayer les parents, ce qui est important quand on veut vendre beaucoup, et ce qui est le cas. Et son parcours est assez intéressant, puisqu'il arrive en France, il a quand même beaucoup galéré. Il raconte aussi comment il a été embrigadé dans une, alors je ne sais pas si on dit une secte, quand il s'est converti à l'islam. Ça, c'est vraiment, c'est un parcours de vie intéressant et il s'est rendu compte que la musique et l'islam, ça n'allait pas vraiment ensemble, comme vous le savez. Et donc, certaines musiques, cette musique-là, donc n'allait pas. Et donc, il est revenu donc à la musique et a priori, ça lui réussit plutôt bien. Mais c'est vraiment. Alors, est-ce que c'est un vrai rappeur au sens NTM? Non, pas vraiment.
Alors, Mathieu. Ben, en fait, oui, c'est vrai que c'est un phénomène jeune, mais moi, je me dis, il y a des groupes qui vont plaire à un public jeune qui, musicalement, sont un petit peu moins intéressants que Maître Jim. Il y a un parcours aussi qui est intéressant. Gims, pardon. Il y a un parcours qui est très intéressant parce que aussi, il faut dire que le fait qu'il soit né à l'extérieur et qu'actuellement, ce soit un des plus gros vendeurs de France, mais qu'il n'y a pas ses papiers français, en dit beaucoup aussi sur la société. Là. Il y a peut-être une réflexion à faire sur la notion d'inclusion parce que c'est quelqu'un qui, manifestement, rallie pas mal de gens de tous les horizons, vend beaucoup de disques. Il faut dire aussi qu'actuellement, en France, moi, je suis très content de voir que le rap cartonne comme ça, parce que chez les jeunes, c'est ça, mais il y a un autre phénomène rap, par exemple, chez les plus âgés. C'est un duo qui s'appelle PNL, qui fait un carton sur les réseaux sociaux. Ils n'accordent aucune entrevue et c'est vraiment parmi les gros vendeurs en France actuellement. Alors, moi, j'aime beaucoup de voir ces musiques qui sont des musiques métissées, qui sont des musiques qui ont été faites à la galère, vraiment recueillir beaucoup d'éloges. Et non, c'est pas ma tasse de thé, mais force est d'admettre que ce gars-là est devenu un homme d'affaires quand même assez redoutable. Hein. Il a du sens du rythme. Musicalement, je trouve que c'est intéressant. Il y a le sens du rythme. Musicalement, c'est intéressant, mais c'est aussi quelqu'un qui a son étiquette de disque. C'est aussi quelqu'un qui mais là, il était tout à fait dans la logique du grand rap hollywoodien. Oui, mais il a réussi à le faire et il le fait quand même assez bien. On commence dans la marche, ça c'est la version de Jay-Z, et on termine en serrant Oui, mais on la le main fait d'Obama, ici, puis c'est tout à son honneur. Ouais, mais c'est un gars qui parle très bien de son parcours aussi. Déjà, ce qu'il faut dire à tous nos amis qui nous regardent au Congo, en RDC, hein, c'est que Maître Gims, il s'appelle Gandhi Djouna, il est quinois, donc de Kinshasa, il vient du quartier de Yolo, le quartier que les Quinois appellent Dallas. Il est arrivé en France très jeune, hein, à l'âge de 2 ans. Et ce qui est très intéressant, quoi qu'on pense de sa musique, d'abord, alors c'est qu'il vous représente, vous les Quinois et vous les Congolais qui nous regardez. Il a d'ailleurs tenu à faire des tournées en Afrique. Il est passé par Douala, Yaoundé, Libreville, Kin, etc. C'est le plus intéressant dans son autobiographie, c'est son histoire, c'est comment il raconte ses années en France. Et ça, je dois dire que c'est stupéfiant et c'est interpellant pour nous autres. Il a vécu de squat en squat dans des conditions qui sont absolument dingues et inacceptables, tout en remerciant, il le fait, hein, les services d'assistance, etc., grâce auxquels il s'en est sorti. Parce que la manière dont il explique qu'il est scolarisé, alors qu'il dort dans des squats qui sont à 3 par sac de couchage, avec sa petite sœur et des gens qui les hébergent ou qui sont dans le même squat, qu'il ne connaît pas. Et il explique la difficulté de faire ses devoirs, de faire ses leçons, de travailler et d'être devenu. Ça, je pense que c'est la partie, en tous les cas, de son autobiographie, évidemment, la plus intéressante, parce qu'elle est intéressante, bien entendu, pour ses fans, elle est intéressante pour tous les Africains qui ont suivi ce parcours ou qui songent peut-être pour certains à le suivre, mais ça nous interpelle aussi, nous, sur la condition dont on accueille des Africains qui viennent en France. Et pourquoi viennent-ils en France ou en Belgique, en l'occurrence, puisque étant quinois, il aurait très bien pu aller à Bruxelles, dans le quartier de Matongué, qui est le quartier congolais, hein, au cœur de Bruxelles. Mais ils sont francophones, donc ils viennent nécessairement dans les pays qui ont été les pays colons et les conditions dans lesquelles ils vivent. Alors, en même temps, on pourrait développer l'idée que c'est pas si mal, puisqu'on leur permet de devenir Maître Gims, mais pour un Maître Gims, évidemment, combien son grand frère, par exemple, lui est devenu délinquant et a fait de nombreuses années de prison. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans son autobiographie. Pour ce qui est de sa musique, je pense que tout le monde connaît son immense tube Bella, qu'il a chanté en duo à Taratata avec Kenji Girac. Pourquoi ? Parce qu'on dirait presque de la musique gitane. Et là, ça nous montre aussi des liens entre la rumba, la musique gitane à travers le monde hispanique et qui se retrouve être ensuite cette musique cubaine, la musique du Congo. Arnaud. La chose que je voudrais raconter à propos de Maître Gims, on a fait dans ma revue Charles une grande interview de Marion Maréchal Le Pen et ce qui en a été retenu par les médias, c'est qu'elle avait déclaré sa flamme justement
pour les chansons de Maître Gims, ce qui est tout à fait étonnant vu le contexte social d'où vient le dit Maître Gims. Voilà, c'était une petite parenthèse sociopolitique. Mais ça montre la force de cette musique-là, parce que c'est intéressant de voir que c'est quelqu'un qui est né à l'extérieur, qui s'est approprié des codes musicaux à gauche, à droite, qui est arrivé, qui a fait sa place, vous l'avez dit, Yves, à partir d'absolument rien, et qui rallie des gens, les jeunes qui écoutent Maître Gims ici, c'est vraiment toutes les origines. Et je dois vous dire que c'est très franco-français, parce que ça n'a pas encore traversé. Je ne sais pas si ça peut le faire, mais cela dit, c'est un modèle aussi. Je pense qu'il faudrait, et d'ailleurs il le fait, mais il faut que ce devienne un modèle pour ces jeunes-là qui souvent en ont pas du tout. Et là, ils ont un exemple de quelqu'un qui est parti de loin et qui a réussi. Alors, pour clore ce débat, un détour sur les réseaux sociaux avec un tweet de Jérémy, quelque peu moqueur, que je ne m'approprierai pas. Maître Gims vise le soleil, vise le Becherel pour commencer. Voilà, c'est un soupçon méprisant. Vous nous suivez sur le compte Twitter de l'émission, où vous laissez des messages avec le hashtag 300 millions de critiques, et vous retrouvez des infos sur le site internet aux adresses qui s'affichent donc en bas de l'écran. Dans une récente émission, nous parlions des relations entre Verlaine et Rimbaud. Eh bien, le Zap Culture, ce sont les relations hebdomadaires, bien évidemment, d'Estelle Martin et d'Aurore Marty, sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Alors, je vais crever l'abcès tout de suite, comme ça sera fait. Je suis atteint de la maladie des œufs de verre. Hein? Vous doutez bien que si je penche à droite, c'est pas par conviction politique. Intrigués, déconcertés, les patients découvrent cette drôle d'installation. 12 blocs de glace en train de fondre. Je pense qu'il faut vraiment toucher la glace, l'écouter, la regarder bien sûr. Parce que c'est tellement incroyable. Et si on se rend compte à quel point c'est incroyable, on est plus enclin à comprendre ce dont il parle à la conférence. Le réchauffement climatique qui brûle aussi les planches, la COP21 a inspiré le philosophe des sciences Bruno Latour. L'intellectuel français est à l'origine d'une pièce de théâtre jouée actuellement à Dijon, Gaïa Global Circus, une tragicomédie écologique. Nos enfants devront trouver la solution. Thomas, il était invité à la fête de Mathieu samedi. Mégane avant celle d'Elisabeth dimanche. Puis là, il ne faut pas oublier d'acheter les cadeaux pour les enfants. Les enfants sont l'avenir du monde. Par le cinéma, nous allons les faire rêver, mais aussi, nous allons les éduquer. La cérémonie de remise des trophées de cette 3e édition a eu lieu la nuit dernière, cérémonie présidée par Julie Gaillet. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. Sur le tapis rouge, c'était donc l'heure du présenter le jury, présidé cette année, on l'a dit dès hier, par Francis Ford Coppola, jury dans lequel siège, vous voyez tout à gauche, Jean-Pierre Jeunet, réalisateur d'Amélie Poulain. Margherita réalise un film plein de certitudes, très solide, très structuré. Tandis que sa vie privée est déstructurée, envahie par les doutes. Vous passez d'une femme à l'autre et... Donc j'imagine que vous les trompez souvent. Tout le temps. J'avais très envie de revisiter le sujet le plus important de l'humanité, la distraction préférée de l'humanité, qui est l'amour. J'ai souffert souvent. Je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. On se rendait compte qu'on la connaissait pas, cette pièce. Dans ce qu'elle a de plus fou, dans le collage des choses, comme un film, quoi. Enregistré à Sofia, Paris et Los Angeles, les 3 villes qui comptent pour elle, le nouvel album de Sylvie Vartan, Une vie en musique, s'accorde à merveille avec son parcours cosmopolite. Les aventures fantastiques de Marie-Rose, c'est comme de jolis coquelicots qui se reposent. Cette artiste bruxelloise traduite en 7 langues travaille toujours de la même manière. Texte et dessin en parallèle. Le point de départ, un mot, une phrase, une émotion. The things I know never had the same glow. Passing through your rainbow. Oh. ونجومه قمروا سهروا وانت وانا يا حبيبي. Magnifique. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire sur l'album Kaltoum, qui est donc un hommage à Kaltoum, c'est de reprendre exactement ce que j'étais en train de jouer là, mais de le jouer à la trompette. Wenge
Wenge, Jabia Moto, Matanda Masonana, Manda Dobiso. Regard de Daniel Knipper est la seule installation de la Fête des Lumières 2015 à avoir été conservée. À leur manière, ces visages qui ont traversé les âges rendent tous hommage aux 130 victimes des attentats de Paris. Ils sont la vie, la réponse de l'art à la barbarie. They were robbed of their stage 3 weeks ago, and we would like to offer them ours tonight. Le dernier débat de cette émission est consacré à un événement quasiment mondial, puisque vous savez qu'une grande partie de la planète, les fans de Star Wars, attendent évidemment depuis maintenant 32 ans la suite du Retour du Jedi. Nous parlons bien sûr de la sortie prochaine du 7e opus de la saga Star Wars, le Réveil de la Force. Et la folie Star Wars, évidemment, ne s'arrête pas, puisque les expositions, des événements ont lieu partout dans la francophonie, des livres, comme l'exposition Contre-attaque à Paris, un avant-goût du film, et nous débattrons évidemment de ce phénomène planétaire. Qui es-tu? Personne. J'ai été formé à une seule chose. Mais je n'ai aucune cause à défendre. Rien ne nous arrêtera. J'achèverai ce que vous avez commencé. On raconte toutes sortes d'histoires. C'est vrai. Tout est vrai. Le côté obscur. Les Jedi. Ils existent. La force, elle t'appelle. Laisse-la t'envahir. Voici donc Star Wars que l'on attendait depuis 32 ans. Alors je vais vous faire une confession, amis de 300 millions de critiques. Je pense que je suis le seul Français à ne jamais avoir vu un épisode de Star Wars. C'est pour ça que je vais immédiatement laisser la parole à mes camarades. Et puisqu'Arnaud Vivian fait le malin et conclut cette émission depuis maintenant plusieurs numéros, nous allons l'obliger à débuter. Pourquoi faut-il attendre Ou R2D2. Plutôt R2D2. Arnaud, pourquoi faut-il attendre ça avec gourmandise? Et je ne fais pas le star. Non mais il y a eu quelque chose de... Bon, moi j'avais 16 ans quand est sorti le premier Star Wars. C'est hier. C'était... non, c'était pas exactement hier. C'était il y a très longtemps. Et d'abord, dans une galaxie très lointaine. Voilà, mais justement, c'était le premier film à présenter l'idée de la science-fiction, de l'intergalactique au cinéma, avec des vaisseaux spatiaux, des effets spéciaux, comme on n'en avait encore jamais vu. Donc là, il y a quelque chose d'originel. Et après, si vous voulez, il y a eu un rebondissement. Parce que les épisodes se sont suivis. Je vous avoue que je ne les ai pas tous vus. Hein. Mais à un moment, il se trouve que j'ai eu des enfants. Et à un moment, il y a eu un renversement. C'est l'idée de génie de George Lucas. Ce sont les enfants de Vivian qui le prennent par la main et qui lui disent... Et non, parce Papa. que... Mais oui, mais vous savez pourquoi? C'est parce qu'il a inventé une idée géniale, c'est le préquel. C'est qu'à un moment, mes enfants, moi j'étais d'une génération, je frimais, je disais à mes enfants, mais ouais, Star Wars, évidemment, tu n'étais pas né par définition quand j'ai vu le premier, mais à un moment, ils m'ont dit, mais en fait, toi, tu n'étais pas né
quand la série a commencé. Puisque, en fait, à un moment, ils ont vu le premier épisode que moi, je n'avais pas vu. Puisque c'est l'idée du préquel. Ils ont ressenti. Et donc, je disais, je n'y comprenais plus rien, puisqu'ils reprenaient la généalogie à l'envers. Mais eux, ils avaient vu tous les épisodes que moi, j'avais déjà vus, mais ils venaient de voir le nouveau, et ils étaient capables de se catapulter en arrière, de faire un saut périlleux arrière, que moi, mentalement, je disais, mais attends, alors donc le Dark Vador, je ne comprenais plus rien. C'est le vrai retour vers le futur. Exactement. Et si vous voulez, ça, c'est l'idée de génie qui fait qu'on peut encore avoir des épisodes aujourd'hui, parce qu'une nouvelle génération s'est retrouvée, effectivement, retournée vers le futur. Et moi, j'étais resté planté dans mon pauvre présent, où je disais, bah oui, je l'ai vu, j'avais 16 ans. Mais en le premier fait, Star Wars. ça décrit bien, Mathieu Dugal. Ça décrit bien, en fait, le génie de George Lucas et, en fait, l'intuition de génie qu'il a eue. C'est-à-dire que, en fait, Star Wars, pourquoi ça fonctionne, cette série-là, c'est que c'est l'exemple parfait du syncrétisme culturel tel que tout le monde voudrait l'imaginer. Tout le monde veut vendre ses livres. Je me sens de plus en plus exclu. Non, mais tout le monde veut vendre ses livres partout dans le monde. Tout le monde veut vendre ses disques partout dans le monde. Tout le monde veut vendre ses films partout dans le monde. Mais évidemment, on est enraciné dans des pays, on est enraciné dans des cultures. Et Star Wars, ça nous projette où? Ça nous projette dans l'espace. C'est pas une culture particulière. Il faut pas oublier qu'à l'époque, la science-fiction ce sont des films de genre qui ne sont pas si reconnus que ça. Dans les années 70, il ne faut pas oublier, les deux seuls films de science-fiction qui ont été reconnus par la critique, 2001 et La planète des singes. Et dans la science-fiction, à l'époque, on se prend au sérieux. Et George Lucas amène dans la science-fiction un élément ludique, parce qu'on rit beaucoup aussi dans La Guerre des Étoiles, même si c'est quelque chose, évidemment, de tragique. Et, bon, d'une part, il y a ça, mais d'autre part, on a toutes sortes d'emprunts, par exemple, à l'imaginaire des nazis avec la métaphore de l'Empire. Il y a les rapports psychanalytiques avec le père. Il y a aussi le fait que, par exemple, moi, je repensais à ça récemment en pensant à Anakin Skywalker, lorsqu'il est tout jeune. Son avenir est complètement bouché. Il est sur une planète perdue et son seul avenir est de peut-être un jour s'occuper de la ferme de ses parents. Je suis ton père. Mais arrive Obi-Wan. Vous découvrez un Yves Bigot un peu particulier. Mais donc, arrive Obi-Wan Kenobi et avec la force, il lui dit, tu peux faire quelque chose d'autre. Et qu'est-ce qui est arrivé, par exemple, à Albert Camus? Albert Camus... Oh là là là. Non, mais Albert Camus... Attention. Je tiens à vous signaler mon intuition profonde. D'abord, j'ai découvert chez Arnaud Vivian le fou de Star Wars, alors que d'habitude, il concluait, il a introduit. Et alors, vous avez réussi à nous parler des nazis, d'Albert Camus, de la ferme isolée. Vous n'avez pas encore abordé votre chandail bleu canard, qui est en fait un résumé des différents épisodes de Star Wars et une anticipation rétroactive de La Recherche du temps perdu de Marcel Proust. Mais vous avez le droit de continuer. Mais c'est pour ça que ça marche. Ouais. C'est pour ça que ça marche, parce qu'il y a les philosophies orientales, par exemple, avec toute la question de la force. C'est très taoïste, cette chose-là. Par exemple, je vais revenir avec Albert Camus, parce que quand Obi-Wan Kenobi va voir Anakin Skywalker, son avenir se débloque parce qu'il y a un professeur qui le prend et lui enseigne quelque chose. Qu'est-ce que raconte Albert Camus dans son dernier livre autobiographique? Il dit, n'eût été de ce fameux professeur qui l'a pris sous son aile et qui l'a sorti de son milieu d'analphabète. Albert Camus est né dans une famille où il n'y avait pas... était femme de ménage. Mais il n'y avait pas de culture, là. Et donc, n'eût été de ce professeur-là à qui il rend hommage dans Le Premier Homme, il n'aurait pas été si je vous comprends bien, George Lucas, c'est à la fois Stanley Kubrick, Victor Hugo, Shakespeare, le génie de cette série-là. Les Beatles, Schoenberg, enfin, il a tout inventé. Non, je vous disais, le génie de cette série... Ce petit roux rondouillard... Oui, mais il s'est inspiré de tout. Et maintenant, il se retrouve... C'est-à-dire que Star Wars se retrouve quand même au musée du Louvre. Et pourquoi? Dans la petite galerie, certes, mais quand même, il y a un parallèle entre Dark Vador et Hercule, puisque c'est les mythes fondateurs. Et c'est là où le génie de George Lucas... Non, mais c'est une réalité. Oui, c'est vraiment, ils ont mis en... Il y a le masque de Dark Vador qui est exposé à la petite galerie du Louvre. Et parce qu'il s'est inspiré de tous ces mythes. Il a lu alors je ne savais pas qu'il s'était inspiré d'un livre, Le héros aux 1001 visages, qui était sorti en 1949 par Joseph Campbell. Mais vraiment, il s'est inspiré de tout ce qui était mythologie grecque, romaine, indienne. C'est un syncrétisme. Voilà, et ce qui est drôle, c'est quand il raconte qu'en fait, il était perdu, je ne sais plus où il habitait, au Texas, où il était perdu dans un ranch, il n'avait rien à faire. Et en fait, s'ennuyer... Ça, c'est l'explication psychologique que je comprends. Le ranch au Texas. Et s'ennuyer, ça peut donner... le syncrétisme vous tombe dessus. Non, mais c'est pas ça.
Mais c'est une leçon pour les enfants d'aujourd'hui, c'est que c'est important de s'ennuyer parce qu'après on peut créer un univers comme Star Wars, parce qu'il le dit lui-même, il s'ennuyait tellement dans son ranch qu'il a commencé à penser à cet univers lointain, cette galaxie lointaine. Et vous êtes en train de défendre un des aspects de la réflexion d'Alain Finkielkraut, qui dit ce qui est fondamental dans la culture d'aujourd'hui, c'est qu'il faut s'ennuyer, il faut se réennuyer. Il suffit de le lire. Voilà. Bon, ben voilà. Dans les familles lointaines, en franconie, on l'appelle Yves Bigot. Le président directeur général de TV5 mondial. Mais à part ça, c'est vrai que le père Lucas, ce qu'il a réussi, et Mathieu il faisait référence tout à l'heure, c'est qu'en plus, il n'y en a placé... pas un qui trouve ça débile. Non. Mais non, mais c'est pas que c'est... Je plaisante. Je vous pousse après, dans vos retranchements. Non, mais Guillaume, après, on peut effectivement s'interroger sur les qualités X ou Y, mais ça va au-delà de ça. On est au-delà de ça, c'est un spectacle. Et il a eu cette formidable intelligence. Blockbuster. Il a eu cette formidable intelligence d'utiliser un nombre de paramètres incroyables qui reprennent à différentes cultures, qui reprennent au storytelling pour parler un moyen français, etc. Laissez cette table. Que la force reste là. C'est la force. Ça suffit maintenant. Je suis un Jedi. Mais il a réussi à placer tout ça dans un référent qui était, entre guillemets, anonyme, dans lequel chacun pouvait se projeter. C'est pas aux États-Unis les bons contre les méchants. C'est les bons contre les méchants. Mais les bons contre les méchants, voilà. Puis après, ça devient même plus complexe. Puis après, ça devient plus complexe. Encore Mathieu, calmez-vous, je arrache votre chandail. Mathieu est intarissable sur le sujet. Mais, non, mais c'est ça, véritablement. Neil Young est fan de Star Wars. Ouais. Et c'est dans le Canada. Il est fan de trains électriques aussi. Laissez terminer le Cervin. Michel. Qui est d'ailleurs, le Cervin est très proche de la guerre des étoiles en termes d'altitude, d'ailleurs. Il faut s'en souvenir. Enfin, bref, voilà, je me suis un peu perdu dans mes explications, mais non, mais c'est ça qui, pour moi, est véritablement quelque chose dans lequel il a excellé, c'est qu'il a réussi à reprendre tous les ingrédients X ou Y, mais à faire en sorte qu'il ne nous impose pas une lecture. Chacun peut se projeter là-dedans comme il le souhaite. Et dans ce sens-là... Ça, c'est la caractéristique merveilleuse des œuvres d'art. C'est qu'elles n'aient pas une explication. Finalement, c'est vous qui apportez les mots les plus intéressants et les plus louangeurs pour cette œuvre-là. On en arriverait là, finalement. C'est une véritable œuvre dans la mesure où chacun peut se projeter à l'intérieur de la guerre des étoiles. Je sens que Vivian, qui débute dans cette émission, bout nous recaser quelque chose, là. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Non, c'est toujours le naïf, celui qui n'a rien vu, qui finalement touche le cœur. Il y a aussi une chose dont on n'a pas parlé, que vous connaissez tous bien mieux que moi, c'est quand même le casting. Parce que le casting a été pour beaucoup la présence d'Harrison Ford, qui était au sommet de sa carrière. Carrie Fisher, qui a accompagné donc cette série formidable. Et puis ce double rôle bizarre, justement, de son créateur, qui est à la fois réalisateur, producteur, homme d'affaires, enfin... C'est tout un cinéma hollywoodien qui s'est mis en place à cette époque-là. Moi, j'ai juste un petit coup de cœur parce que c'est vrai que vous faites très très bien Dark Vador. C'est incroyable. À un moment, j'ai cru que c'était plus rustique comme intervention. Non, mais juste Thomas Dag, il a fait des photographies, je ne sais pas si vous les avez vues, c'est-à-dire que c'est génial parce qu'il y a tout l'univers de Star Wars qui intervient furtivement dans ces photographies en noir et blanc. Et vraiment, je vous recommande ces photographies parce que c'est vraiment très drôle à un moment. On voit juste le masque de Dark Vador dans un bus et il faut le regarder à deux fois et se dire ah mais oui, c'est ça. Et c'est vraiment incroyable. Mais ça veut dire aussi que, vraiment, je pense que c'est un univers qui est familier au monde entier. Vraiment, tout le monde connaît Star Wars. Je suis sûre qu'on va à Ouagadougou, il y a des fans de Star Wars. On peut aller à Pékin. C'est vraiment devenu universel. N'est-ce pas, Maître Yoda? Merci, Maître Yoda. C'est un padawan. C'est un petit padawan. Il faut le dire, c'est pas et c'est pas de la petite culture. C'est ça qu'il faut dire, c'est que c'est autant de la culture populaire que de la grande culture. Et c'est là tout le génie de George Lucas, d'avoir réussi à rassembler toutes ces inspirations-là et d'en faire quelque chose qui fascine les gens partout dans le monde. C'est un coup de génie, cette chose-là. Ouvrez le bouton de votre chemise et respirez un grand coup, Mathieu Dugal. Et pour la séquence donc d'interactivité, la folle passion des francophones pour Star Wars, qui est marquée évidemment et qui est inscrite sur nos différents sites Internet. Si Chewbacca vous manque, vous pouvez la retrouver en photo sur le compte, par exemple, Instagram de Didier, qui nous l'a fait parvenir. Vous trouvez évidemment tout sur le compte Twitter de l'émission avec le hashtag 300 millions de critiques et toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés au bas de l'écran de cette bien-aimée émission. Et maintenant, je ne sais pas quelle est la caméra, mais je la cherche et je la trouve évidemment. Nos coups de cœur, on va commencer par Michel. Volontiers. Alors, on va, oui, je suis toujours un tout petit peu... Vous avez un remplaçant en Suisse pour venir nous voir de temps en temps, parce que je vous sens au bout du rouleau, mon gars. Non, je suis seul et heureusement seul, je dois vous l'avouer.
Un bouquin que l'on doit à Lucienne Perry. Lucienne Perry a été responsable de la collection de l'Art Brut à Lausanne pendant une dizaine d'années. La collection de l'Art Brut à Lausanne, eh bien, c'est une sorte de musée qui regroupe un nombre non négligeable d'œuvres que Jean Dubuffet, à l'époque, avait collectionnées sur l'Art Brut. L'Art Brut étant, vous le savez, ces œuvres d'art issues d'artistes qui ne sont pas des artistes tels qu'on peut les imaginer. Il y a un magnifique musée à Lausanne. Ouais. Absolument, je suis d'accord, c'est un véritable voyage. Et Lucienne Perry, voilà, qui est une grande connaisseuse de la matière, a commis quelques ouvrages, dont le dernier ici, Bonhomme d'Art Brut, qui est l'occasion pour les plus jeunes que nous sommes restés, en l'occurrence, c'est plutôt un livre pour enfants, mais ça parle aussi aux adultes, eh bien, de se familiariser avec l'art brut à travers voilà, quelques œuvres et quelques questions qui font que on va aller regarder les œuvres différemment que simplement les appréhender de manière superficielle. Lucienne Perry, c'est chez Thierry Bagné, Bonhomme d'Art Brut. Yves Bigotte. Les trophées francophones du cinéma qui se sont tenus le 5 décembre à Abidjan, qui étaient co-présentés par Estelle Martin, ici présente, avec Éric Mbois, de la radio-télévision ivoirienne, en présence de Michel Drucker et de Julie Gaillet, qui était la présidente de la cérémonie, qui succédait à Issa Maïga dans ce rôle. Michel Drucker qui avait présenté avec vous, Estelle, l'année dernière au Studio Gabriel les trophées précédents et qui ont donc été diffusés sur l'ensemble des 9 chaînes de TV5 Monde, la chaîne qui diffuse le cinéma francophone sur l'ensemble de la planète, auprès de 300 millions de foyers que vous êtes et qui nous regardez. Mon cher Mathieu. Si vous voulez connaître quel est le chaînon manquant entre Saint-Augustin et Darth Vader, ben, je vous recommande Philosophie Magazine. Saint-Augustin qui était kabyle. Oui, c'était... et qui a vécu avant. Oui, c'est ça. D'être saint. C'était dans une autre... Ouais. C'était dans une autre galaxie. On arrive. Et donc, chapeau à Philosophie Magazine qui a fait un numéro magnifique sur la philosophie derrière Star Wars et on va y rencontrer Heidegger. Évidemment, la figure de Darth Vader est très heideggerienne parce qu'on sait la puissance de la pensée d'Heidegger, mais qui est allée du côté obscur de la force. Et on passe de la philosophie orientale à Heidegger, à Hannah Arendt et la question du mal. C'est absolument réussi. Donc, Philosophie Magazine sur Star Wars. Peut-être que ça pourrait même vous intéresser, Guillaume. Mais sûrement. Arnaud. Paris est une fête d'Hemingway qui est devenu, depuis les attentats à Paris, premier des ventes, qui est devenu finalement le texte symbolique, le texte de résistance. Paris est une fête, c'est devenu le mot d'ordre et c'est incroyable comment les gens sont allés spontanément vers ce livre qui raconte l'histoire d'un livre autobiographique d'Hemingway, d'un pauvre jeune écrivain fauché qui traîne dans Paris, qui est dans les cafés, etc., qui raconte justement l'âme de Paris telle qu'il peut l'avoir en tant que jeune Américain. Et je trouve formidable que, voilà, dans un mouvement spontané, que juste les compteurs de certaines plateformes de vente de livres nous ont indiqué, il y a eu voilà, ce mouvement vers ce livre juste après les attentats. C'est à vous, Estelle Martine. Merci, Arnaud. Alors, on a parlé d'un méchant très célèbre. Alors, je ne le dis pas avec votre bel accent, Dark Vador, mais il y a aussi des méchants dans le cinéma français, des méchants, des salauds, des ordures, des enfoirés, des enflures. Et donc, c'est Alistair qui les a recensés dans cette anthologie des méchants et autres salauds du cinéma français. C'est drôle, c'est un peu nostalgique. Il y a des figures tutélaires comme Jean-Yann, un de nos meilleurs méchants en France. Il y a des films qui vont peut-être vous rappeler des souvenirs. Vous vous souvenez de la réplique de Jean-Yann dans le sketch sur l'auto-école, justement? Moi, monsieur, je ne prends jamais les départementales. Le type essaye de lui expliquer ce qu'il fait en voiture. Quand il prend une départementale, il passe son examen à l'auto-école. Moi, monsieur, je ne prends jamais les départementales. Eh oui, c'était ça. C'est marrant. C'est marrant. Il a joué dans les films remarquables, il a fait des conneries extraordinaires. Moi, j'adore ça. On en parle donc dans cette anthologie. On parle aussi de la figure de la salope. J'aime bien cette formule. Vous savez, dans cette réplique aussi. Je ne dirai rien. Non, là, c'est Isabelle Huppert qui incarne la salope française dans toute sa splendeur. Non, c'est très drôle. Alistair, c'est vraiment très drôle. Et je vous recommande l'anthologie des bourdes et hautes curiosités de la chanson française. C'était juste avant et qui là aussi était assez extrêmement, qui était très très drôle. C'est aux éditions La Tambouche. Alors moi, je n'ai pas de coup de cœur, mais j'ai un quiz très très rapide avec nos amis. Est-ce que vous avez aimé le dernier James Bond? Michel? Pas vu, encore, désolé. Yves? Pas vu. Qu'est-ce que vous foutez? Je travaille, moi. Pas vu, Arnaud? Je l'ai vu, je n'ai pas trouvé formidable finalement. Pourquoi?
Je sais pas. Il s'est immiscé dans cette émission, ce Vivian. On sent qu'il faut y revenir. Vous avez très peu de temps, hein, car c'est totalement improvisé. Ça manque d'humour. Léa Seydoux n'est pas assez sexy à mon goût. En revanche, Monica Bellucci, vraiment pas mal en lingerie Victoria's Secret. Vous voulez dire en cougar lingerie. Cougar, oui, elle est plus impressionnante. Elle est plus James Bond girl. Non, ça manque d'un bon scénario quand même. Bah, le réalisateur est toujours Sam Mendes, et vous? Je ne l'ai pas vu, mais alors ce qui était drôle, c'était de voir l'affiche à Pékin, avec donc Léa Seydoux et Daniel Craig, et là, exactement la même affiche. Donc voilà, mais j'ai hâte de le voir, parce que je suis aussi fan de James Bond, désolée. Mais vous avez raison. Merci à tous d'avoir participé à 3. Moi, j'attends. Star Wars. J'attends. Mais j'adore James Bond, comme tout le monde, évidemment. Et comme évidemment Star Wars. Merci à tous de nous suivre toutes les semaines pour 300 millions de critiques. On est ravis de travailler pour vous et avec vous, donc dans cette terrasse abritée, heureusement, de l'Institut du Monde Arabe à Paris pour 300 millions de critiques. Passez la meilleure semaine possible, où que vous soyez, au bout du monde. Tout le monde me regarde, tout le monde attend quelque chose de moi. Mais c'est toujours le même homme que j'aperçois dans le miroir. Oui, j'ai honte donc j'ai des lunettes sur le nez. Mais qui peut prétendre avoir l'innocence d'un nouveau-né? J'ai prêché le vrai comme le faux, je m'en excuse. Ne m'en voulez pas, on a tous un côté schizo. Gandhi, Juna, petit enfant du pays. Reste toi-même, n'oublie pas que la thune embellit. J'aimerais tout reprendre à zéro. Mais je ne suis pas un super-héros. Je ne peux pas jouer tout